Camille est assistante sociale auprès de personnes migrantes à Bruxelles. Elle a 28 ans. Quand elle était petite et qu'on lui demandait ce qu'elle ferait plus tard, comme beaucoup de filles, elle répondait « J'aimerais aider les gens ». Quand elle sort en soirée avec des jeunes de son âge, elle a du mal à expliquer ce qu'elle fait dans la vie. Ou plutôt si, elle y arrive, mais il y a un tel décalage entre ce qu'elle raconte et le contexte de cette discussion, la réalité de ses interlocuteurs, que ça lui donne le tournis. Une bière à la main, elle résume en quelques mots ses journées, sans entrer dans les détails. Elle voudrait pas plomber l'ambiance. Tous les jours, elle reçoit des personnes en entretien qui ont vécu et vivent encore de telles violences qu'on n'oserait pas les imaginer. Toute la journée, Camille écoute, elle reçoit l'émotion. Elle court entre des rendez-vous, elle part chercher des médicaments à la pharmacie, accompagne des personnes à des rendez-vous médicaux. Souvent, elle n'a pas vraiment le temps de manger à midi. Elle fait tout ce qu'elle peut, et plus encore. Déjà, les personnes qui l'écoutent se sont un peu désintéressées. Camille regarde autour d'elle, elle voit les copains ivres et insouciants qui se lancent dans un karaoké endiablé. Elle se demande ce qu'elle fout là. Elle repense aux personnes dans le besoin avec qui elle travaille, et elle a honte d'être si chanceuse, de vivre une vie si légère. Quand elle ferme les yeux, elle pourrait presque voir sous ses paupières se dérouler des scènes qu'elle n'a pas vécues, des événements terribles qu'on lui a racontés et qui ont trouvé une place maintenant dans ses pensées. Quand on a choisi d'exercer un métier de relation d'aide ou de soins auprès de publics fortement précarisés, c'est bien souvent par conviction, par volonté d'agir et de servir. Disons que ce n'est pas vraiment un choix de carrière pour faire fortune ou pour briller en société. Comme beaucoup de métiers liés aux soins, qui nécessitent de se mettre au service d'autrui, on remarque que les postes sont en grande majorité occupés par des femmes. Souvent, ce sont des métiers peu reconnus et peu valorisés. Le contexte d'urgence, mais aussi la prise de conscience des vécus violents des personnes accompagnées, combinés aux conditions de travail parfois précaires, en font des métiers très énergivores et difficiles. S'ajoute à ça la fatigue, la surcharge de travail, le manque de moyens qui participent à l'épuisement des équipes associatives. Alors oui, bien sûr, les pouvoirs publics mettent des moyens dans le social, mais c'est cruellement insuffisant par rapport à la détresse humaine qui se produit de par le type de société dans lequel on vit. Et c'est le milieu social qui trinque. Et pourtant, en apportant leur écoute, leur soutien et en consacrant leur temps aux personnes dans le besoin, combien de situations de vie difficiles s'améliorent chaque jour grâce aux travailleuses et aux travailleurs sociaux? Combien de barrières sont progressivement dépassées vers l'accès aux droits? Ce sont des métiers passionnants, où la qualité des rapports humains enrichissent le sentiment de participer à un changement, de servir ses idéaux vers une société plus juste, équitable et digne. Bienvenue à la Sister House. Welcome, sister. Turavukan. Et quoi, je dois dire comment alors? Turavukan. Turavukan. Ça veut dire on est de la même famille. Welcome, sister. Asanay dahan masaki. Welcome. سلام أنتم بسلامتش إهتي Welcome, sister. Welcome sister Welcome, sister. Tata urakomeye. Welcome sister. مرحبا أختي. Ah, yes. Welcome, sister. وعرحان مساقي حاكيناتي. Welcome sister. كريم فوكاني. Welcome sister, bienvenue ma sœur. Yeah. Ta 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 ta. Parfois on entend des choses par rapport à l'immigration, mais au fond de nous on se dit mais c'est pas possible, c'est trop horrible comme situation, on peut pas faire vivre ça à quelqu'un. Puis il y a quelqu'un devant toi qui te dit voilà j'étais dans un bateau pendant 3 jours, on est presque tous morts, on n'était plus que 10 à la fin, on était au moins 100 au début. Alors on le sait, hein, mais voir quelqu'un qui me dit maintenant j'ai peur de l'eau, j'angoisse de l'eau, je fais des cauchemars où je me noie, voilà, c'est différent de l'entendre de la bouche de quelqu'un, quoi. Clémentine est assistante sociale à la Sister House. Elle assure également des permanences au Hub humanitaire, le centre de jour pour les personnes en migration et en errance à Bruxelles. Il ne s'agit pas d'une organisation gouvernementale, mais d'une structure organisée par des associations qui apportent des services d'accompagnement psycho-médico-social, mais aussi des vêtements et des repas aux nombreuses personnes qui viennent y demander de l'aide. C'est souvent le bouche à oreille qui guide les femmes jusqu'au bureau de Clémentine. Là, avec l'aide d'une interprète, elles partagent leur histoire. Au début, c'était très impressionnant parce que je ne sais pas, quand elles parlent ensemble, je ne comprends pas ce qu'elles disent. Il faut le temps de la traduction, mais je vois les émotions, je vois le langage des mains, je vois quand ça doit pleurer, hurler. On le sent et du coup, je le ressens comme si je parlais sa langue en fait. Je comprends le visuel, la langue non verbale.
Donc voilà, donc c'est impressionnant, je pense, au début, quand on n'a jamais travaillé avec des interprètes, parce que tu peux rester là pendant 10 minutes à ne rien comprendre, être en mode je vois juste des émotions, mais je ne sais pas ce qui se dit. Et parfois la traduction a l'air toute petite par rapport à tout ce qui a pu se dire, ou au contraire, j'ai l'impression d'avoir expliqué énormément de choses et que la traduction ne peut pas dire tout ce que j'ai dit, mais ça, c'est le langage. Donc voilà, j'ai dû m'habituer à ça, mais ça permet à la personne d'être rassurée. D'avoir quelqu'un qui parle sa langue, ça la rassure énormément, j'ai l'impression. D'être comprise, quoi. C'est vraiment ce qu'elles ont besoin, les filles ici, c'est d'être comprises, parce que pendant trop longtemps, on ne les a pas bien accompagnées, ou pas du tout accompagnées, donc voilà. Au niveau des parcours que les femmes ont vécus, j'ai envie de dire que parfois on a l'impression on retrouve des histoires pareilles, dans le sens c'était difficile, j'ai rencontré des hommes sur mon parcours, où j'ai été sur un bateau pendant 3 jours, 3 nuits, tout le monde est mort, où j'ai été en centre fermé, on m'a agressée. On entend les mêmes choses, mais on ne peut pas dire qu'on ne sera jamais face à une nouvelle histoire, une nouvelle situation, parce qu'il y en a tous les jours. Donc voilà, mais sinon oui, ce sont des filles qui ont vécu des souffrances de genre, ça c'est sûr. Et voilà, le parcours, on sait bien, quand une femme marche 10 jours dans un désert toute seule, enfin pas toute seule, mais en tant que seule femme, on peut s'imaginer ce que ça fait, même si on ne pourra jamais le comprendre. Donc voilà, il y a des parcours très compliqués en fonction qu'elles soient venues par avion, par bateau, à pied. Donc voilà, mais les violences restent les mêmes. Les violences vécues restent les mêmes. Mais il y en a qui ont été moins touchées que d'autres. Ça dépend du pays aussi où tu pars. Tout ce qu'on sait, c'est que les discours c'est dur à écouter, quoi. Je veux dire que à un moment donné, ton cerveau, il capte tout ce qui est dit, mais tu t'y attends en fait à ce qu'on va te raconter. Tu t'attends à ce qu'on te dise, j'ai vu des gens mourir devant moi, j'ai été agressée, il s'est passé ça, on ne s'est pas occupé de moi, je me suis retrouvée 3 jours dans la rue, c'était horrible. On s'attend à ce qu'on va recevoir en fait, donc on se prépare un peu à l'avance. Puis il faut prendre énormément de recul. Si tu rentres chez toi et que tu restes avec toi dans ta tête, tu deviens fou ou dépressif, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est ça aussi que les réunions d'équipe, ça permet de parler si on en a besoin. Il ne faut pas garder ça pour soi s'il y a une situation compliquée, il faut absolument en parler avec quelqu'un de l'équipe qui est gardé par le secret professionnel. Donc voilà, mais oui, il faut prendre du recul. Je dois dire que la première semaine où j'ai travaillé, j'avais difficile à ne pas avoir les larmes aux yeux. Alors je ne vais pas pleurer devant quelqu'un parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait un accompagnement objectif et productif. Mais voilà, il faut le savoir que c'est dur et maintenant je dois dire que je suis souvent en colère. Je déteste mon gouvernement. J'ai pas honte de le dire, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Donc voilà, cette tristesse-là, on va dire, qui aurait pu grandir, se transformer plus en colère. Et ça motive encore plus à défendre les droits de ces femmes qui sont bafouées. Les assistantes sociales sont sans cesse sollicitées à la Sister House. Elles suivent beaucoup de cas différents et passent d'une situation à une autre en un instant. Quand Clémentine se déplace dans la maison, il n'est pas rare que des résidentes l'interpellent pour lui exprimer des demandes, lui confier des problèmes qu'elles rencontrent. Beaucoup de choses peuvent être exprimées dans un couloir entre 2 portes. L'un des rôles de l'assistante sociale est d'être une figure de confiance et une oreille attentive pour celles qui ont besoin de parler, de créer du lien. Pour ne pas oublier les nombreuses informations reçues oralement et pour pouvoir les rapporter à ses collègues, Clémentine prend des notes qui s'étirent en de longues to-do list qu'elle n'arrive souvent pas à finir avant la fin de la journée. Quand elle est en entretien avec une sister, la travailleuse sociale se prépare au mieux pour l'aider à éclaircir sa situation en posant les bonnes questions, sans jamais forcer personne à exprimer des choses trop dures peut-être à retraverser. Mais le rôle de l'assistante sociale est aussi de pouvoir recueillir ces récits traumatiques quand ils ont besoin d'être exprimés, pour aider la personne accompagnée à soulager sa douleur, mais aussi pour comprendre comment lui proposer des soins et services précis. Énormément de choses difficiles, presque indicibles, sont exprimées dans son bureau. Le rapport direct qu'elle a avec ses parcours de vie violents a presque inévitablement des conséquences psychologiques sur une travailleuse sociale, avec un impact sur sa santé physique et mentale et sa perception du monde. Lauraline Michel travaille depuis 5 ans sur les thématiques des violences faites aux femmes, notamment via le collectif OXO, qui est un collectif féministe artistique. Aujourd'hui, avec Frédéric Bribosia, elle est formatrice sur la thématique du stress vicariant, plus connu sous le nom du traumatisme vicariant ou traumatisme par procuration. Le traumatisme vicariant, c'est développer un traumatisme de manière indirecte, par procuration, à la place d'eux. C'est quand on est à l'écoute d'autrui de manière prolongée et de vécus traumatiques, violents, etc. de manière prolongée, on développe soi-même, sans le comprendre forcément,
les mêmes symptômes que que les personnes qui sont écoutées et suivies. Parce que Pascale Brion, c'est une meuf qui travaille sur une super psy canadienne qui travaille sur le traumatisme vicariant, qui explique qu'en fait les violences c'est incompréhensible. C'est pas possible d'intégrer le fait que des personnes vivent des violences ou qu'il y a tant de violences. Et donc il y a un truc de constamment être en choc et être en empathie parce qu'on est face à son imagination aussi. À la fois son imagination et ses propres vécus. Donc quand quelqu'un nous raconte quelque chose et parle avec ses émotions, avec ce qu'elle a vécu, il y a nos neurones miroirs qui s'activent. Les neurones miroirs, c'est ce qui nous permet d'être en empathie, d'établir un lien mimétique. Donc quand on grandit, on apprend via le mimétisme, et donc on sourit à un bébé, le bébé sourit, ou le bébé nous sourit, on sourit. Enfin, il y a quelque chose de, si on voit une personne en colère ou triste, on va ressentir une émotion de tristesse et de colère. Et c'est tout à fait normal, c'est non pathologique, c'est notre manière de se mettre au diapason d'autrui. Du coup, quand on accompagne des personnes qui ont vécu des choses hyper violentes, traumatiques, etc., et qu'on est beaucoup à l'écoute, en fait, on va beaucoup écouter des situations de violence, ou à demi-mot, ou à travers le non-verbal, etc., beaucoup être à l'écoute de manière sensorielle aussi, et beaucoup ressentir. En fait, c'est notre métier, c'est être à l'écoute, être en empathie et ressentir. Et donc, ça nous impacte de manière indirecte. Lauraline a développé un stress vicariant alors qu'elle travaillait à la Croix-Rouge dans un centre de demandeurs et demandeuses d'asile, où elle recueillait les récits de personnes qui, dans leur parcours migratoire, avaient connu de nombreuses violences. Elle parle de son poste à la Croix-Rouge comme de l'expérience la plus riche de sa vie, en termes d'apprentissage et de rencontres. Lauraline adorait son boulot, mais progressivement, elle a pris conscience qu'elle perdait pied. Être face à une réalité dont j'étais pas au courant, et enfin, un espèce d'éclatement de... En fait, on est dans un monde méga violent. Ça a été hyper trash. D'écouter toute une série de choses dont j'avais même pas idée que ça existait. Enfin, faire des vécus, des violences, des trucs, et j'étais là, mais vraiment des hyper violents. En fait, j'ai un peu tout mon monde qui s'est pété la gueule de dingue parce que j'étais face à des gens qui avaient vécu des choses et ouais, la réalité était pire que la fiction, quoi. Que ce qu'il était possible d'imaginer. D'un coup, ta perception des choses change, quoi. Donc ta relation, il y a le bien, il y a le mal. On grandit tous avec des valeurs sur la vie. Et là, c'est comme s'il y avait un océan de violence et que partout, tout était négatif, quoi. Et comme si tout avait imprégné ma manière de voir les choses. Tous les mecs étaient violents. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, par exemple, quand je donne des formations, un exemple que je donne, c'est si je vois un père et son enfant, je pense direct à est-ce qu'il y a une relation incestueuse? S'il est un peu trop proche ou quoi? Je suis là, oula. Et puis je me dis, ok, je dois déconstruire à l'envers. Et donc voilà, j'ai bossé plusieurs mois comme ça, et j'ai commencé à avoir plein de symptômes, de reviviscence, de cauchemars pendant la nuit, dès que quelqu'un venait, je sursautais tout le temps, je pleurais tout le temps, minimum de 1 à 3 fois par jour, quoi. Je m'effondrais. Donc il y a vraiment eu un changement, j'arrivais pas à en sortir, quoi. Ça a signé le moment, j'avais des moments de dépersonnalisation, enfin je sais pas comment dire, de décorporalisation, c'est-à-dire que je savais que je faisais des dissociations quand certains récits m'étaient racontés, c'était trop violent, et du coup, dès qu'on venait dans mon bureau à certains moments, direct je me coupais de toutes mes émotions, j'étais à bout, mais à bout, et je crois que tout le monde autour de moi le voyait aussi. Mais que moi, c'était impossible. On me disait, mais arrête ton travail. Et en même temps, en fait, c'est génial de travailler dans le social. Il y a un aspect hyper humain, on en retire beaucoup de choses, on se sent utile. De voir qu'on a été une petite graine dans le parcours de la personne et de voir la personne évoluer. Il y a un truc hyper beau et se sentir utile, c'est un super beau sentiment. Les travailleurs et travailleuses sociales n'ont pas toujours toutes les clés de compréhension pour déchiffrer leur propre expérience au contact de récits traumatiques, ou ce qu'ils et elles perçoivent de leur propre vie à travers le discours de quelqu'un d'autre. Beaucoup ne sont pas psychologues, et ces postes sont bien souvent occupés par des personnes qui ont une forte prévalence au décentrement de soi et au don de soi. Leurs limites émotionnelles et de charge de travail sont sans cesse dépassées. À la fatigue s'ajoute un sentiment d'impuissance et de culpabilité qui peuvent engendrer une certaine négligence de soi. Et même si on en parle en France et au Canada depuis longtemps, le phénomène du stress vicariant est encore peu connu en Belgique. Je pense que non, on n'en parle pas assez parce que en fait,
déjà personne n'a envie de se positionner en tant que victime, entre guillemets, enfin victime ou en tout cas personne souffrante de. Personne n'a envie de dévoiler sa vulnérabilité, surtout quand c'est lié à ton métier. Donc c'est plutôt dans les sphères privées, ah ça doit être dur de bosser là. Oui, c'est difficile, mais c'est génial. Mais jamais personne ne va dire, j'aide des personnes qui sont dans des situations hyper complexes et c'est difficile pour moi. Ça fait méga égoïste en fait. Alors que ça l'est pas. On peut reconnaître les situations tragiques, violentes et être indigné face à ce qui est vécu. Et on peut aussi se dire, en fait, moi, ça a un impact. Et je pense que c'est très, très, très difficile de faire ça. Les difficultés de ces métiers sont nombreuses et c'est la responsabilité des institutions de les prendre en considération et de mettre en place l'aide et les formations nécessaires pour accompagner ces travailleurs et travailleuses. Si on n'est pas formé sur ces sujets, alors on ne sait pas comment mettre des mots dessus et les reconnaître comme des mécanismes normaux qui signalent juste qu'il faut se protéger. Plein de choses peuvent être mises en place pour prévenir ça. Il faut créer des lieux de parole où il est possible d'intégrer les émotions. À la Sister House, l'équipe est en vigilance constante par rapport aux situations complexes qu'elle traverse. Chaque situation est débriefée et un soutien psychologique d'urgence est proposé aux travailleuses dans les moments les plus difficiles. Malheureusement, on ne peut pas empêcher le flot de violence de s'écouler et on ne peut pas nier ses dégâts, mais on peut essayer de contenir ses effets secondaires. Les travailleuses font tout leur possible pour se préparer au mieux, mais quand on s'engage dans ce genre de métier, on n'est jamais vraiment prête pour la journée qui nous attend. Du coup, je reviens de l'hôpital Saint-Jean. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est qu'on a une sister, donc une résidente qui était enceinte et qui... Et en fait, depuis quelques jours, elle avait des saignements et des douleurs. Et en fait, elle a eu la possibilité d'aller à une consultation gynéco et on nous a dit que ça s'annonçait pas très bien pour le projet de bébé. Et donc, elle est revenue dormir à la maison hier. Et puis, on est retourné aujourd'hui à l'hôpital parce que les douleurs augmentaient. Donc, on a appelé l'ambulance. L'ambulance est arrivée. On a été à l'hôpital et puis elle a pu avoir une consultation gynécologique et on lui a annoncé qu'elle faisait sûrement une grossesse extra-utérine. Et donc l'idée c'est que dans ce genre de situation, il faut qu'il y ait une intervention chirurgicale qui soit faite pour faire en sorte qu'elle soit en bonne santé et de terminer la grossesse pour éviter qu'elle soit dangereuse pour sa santé à elle. Et donc on a dû lui annoncer qu'on allait devoir faire une intervention dans la foulée le soir même. Donc ça a été très rapide. Elle se fait opérer ce soir. Elle avait très peur. Elle avait surtout très peur de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Mais le médecin l'a rassurée en lui disant qu'il y avait de grandes chances qu'elle puisse encore avoir des enfants. Et que c'était vraiment surtout pour sa santé à elle maintenant, à ce moment-là. Mais voilà, du coup, elle se faisait opérer ce soir. Et on ira la rechercher demain. Donc moi, je suis rentrée au moment où elle rentrait dans la salle d'opération. Et oui, c'était difficile de la voir si vulnérable et de la sentir si effrayée par rapport à son projet de bébé qui pouvait pas avoir lieu là aujourd'hui. Mais voilà, elle va être prise en charge ce soir et elle va pouvoir se remettre de ça, je pense, en revenant ici déjà demain. Donc voilà. T'as l'impression qu'elle comprenait ce qui lui arrivait ? C'était bizarre. Je pense qu'elle le savait d'une certaine manière, mais je pense que le fait d'avoir pris le temps de lui traduire, de bien lui expliquer ce qui allait se passer, les risques que ça comportait aussi, parce que je pense que, et ça je trouve que les médecins ont fait ça assez bien, ils lui ont vraiment expliqué tous les risques possibles en lui disant que tout était pour faire en sorte qu'elle soit le mieux possible, mais qu'effectivement il y avait des potentiels, il y avait des risques liés à ses trompes par exemple, et donc... ça, je pense que le fait qu'on soit rentré autant dans le détail, ça rendait les choses vraiment très concrètes et très effrayantes quand on sait pas ce qui nous arrive. Et surtout, je pense, le rapport avec le médecin et l'institution hospitalière, quand tu parles pas la langue, quand tu es loin de chez toi, quand c'est pas la même culture, quand tu t'es fait ausculter plusieurs fois et que tu comprends pas ce qui t'arrive. Là, d'un coup, ça tombe un peu comme une douche froide, quoi. Je pense qu'elle a dû comprendre en vitesse accélérée et que du coup, ça a rendu l'enjeu très, très effrayant, quoi. J'ai l'impression que c'est des choses qui arrivent à toutes les femmes, en fait, des fausses couches ou ce genre d'accident de grossesse. Là, ce qui est très particulier, c'est que c'est une femme qui le vit sur la route.
sans sa famille, sans ses amis. Est-ce que c'est dans des moments comme ça où vous prenez cette place-là, du coup, de tenir la main Oui, je me suis retrouvée en un coup très très proche et j'ai eu le sentiment d'entrer dans son intimité alors que j'ai appris son prénom il y a quelques jours seulement. Donc c'était très particulier et en même temps, si nous on n'est pas là pour ça, donc c'est là que notre rôle il est aussi, je pense. Mais voilà, c'est quand même assez précaire aussi parce que on se substitue, mais en même temps on sera jamais la famille, on sera jamais le mari ou oui la mère et donc voilà, on fait ce qu'on peut pour être en empathie et moi je suis rentrée vraiment dans son intimité. On était en consultation gynécologique ensemble, quoi. Donc c'est particulier, en effet. Mais je pense que cette aventure-ci, ces expériences-ci de la Sister House, elles créent cette possibilité-là, ce lien-là qui s'accélère et qui fait qu'on compte les unes sur les autres. Et je me suis retrouvée à la fin, en partant, en la laissant, à lui dire que je lui ai dit je t'aime. Je lui ai dit I love you, en fait, parce que j'avais envie de lui. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que c'est sorti un peu de nulle part. Je suis complètement sortie de mon rôle, mais. Parce que tu avais besoin de le dire et qu'elle avait besoin de l'entendre. J'imagine, ouais. C'était absurde. Mais bon, voilà. Je pense qu'on était là pour elle et je pense qu'elle l'a senti et je lui ai dit que je reviendrais demain et si c'était pas moi, ce serait quelqu'un d'autre et qu'on prendrait soin d'elle, quoi. Je dirais que c'est un métier où on a tous les jours envie de se lever le matin, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Et en même temps, le soir, on est fatigué et on a besoin de dormir. C'est pas un boulot reposant, je dirais pas ça du tout. Et il faut le savoir quand on commence. Ça que c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de burn-out dans le social, dans ce secteur-là associatif. C'est parce qu'on veut donner de sa personne et on n'est pas dans un truc bureaucratique où on se dit je fais 9h, 17h, je m'en vais à 17h. Non, s'il y a un problème, tu partiras jamais à 17h. Voilà, il faut le savoir quand on commence ce métier-là, quoi. C'est prenant. Du coup, je dirais que depuis que j'ai commencé ce travail-là, je relativise un peu plus les problèmes de vie. Hein, voilà. Quand on se plaint d'avoir un trop petit appartement, nous au moins on en a un, ou des belles choses comme ça, ou qu'on se plaint d'une facture d'électricité qui est 10 € plus chère que le mois passé, ou que juste on se plaint parce qu'on veut un abonnement téléphone moins cher et donc on passe une après-midi à comparer les prix. Ça me semble hyper superflu maintenant où je me dis mais c'est quelle perte de temps et d'énergie, on s'en fout. Donc voilà, je relativise plus là-dessus et quand j'entends des gens se plaindre pour des petits problèmes, alors ils ont le droit de se plaindre bien évidemment, parfois je suis en mode moi je pourrais plus me plaindre pour ça. C'est pas possible, je rencontre des gens tous les jours qui sont dans la rue, qui ont plein de problèmes, de difficultés. Et moi je me plains pour un petit truc. Et quand j'entends des gens dire oui mais on est envahi, alors là je préfère partir, je préfère quitter la table. Donc voilà, c'est plutôt des remises en question comme ça, je relativise plus les choses. Et voilà. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que quand tu as un problème personnel, familial ou non, autre chose, et de venir travailler et d'entendre après encore d'autres problèmes, parfois c'est compliqué, ça fait une accumulation un petit peu, parce que même chez toi, tu n'es pas tranquille, et en plus quand tu arrives ici, tu le sais que tu n'es pas tranquille parce que tu as choisi ce boulot-là, donc tu as un peu un mix. Donc je dirais que c'est compliqué, il faut essayer d'avoir une vie équilibrée, où tu as plein de moments de bonheur et en même temps plein de moments de colère, de stress. Parce que oui, il y a des moments où on est stressé. Quand on attend un papier, un rendez-vous pour une sister, c'est qu'il n'y a rien qui bouge, on est un peu stressé. Donc voilà, je dirais qu'il faut vraiment avoir un équilibre dans la vie, quoi. Et puis on fait le tri dans ses amis, ses discussions. Ça, oui. Ma colère me donne de la force, mais surtout les sisters qui me donnent de la force. Parce que quand on s'attache d'office aux sisters, tu ne peux pas rester décalé et en mode froid. Et donc j'ai envie pour elles leur offrir ce qu'elles ont droit. En fait, c'est même pas le meilleur, c'est ce que les humains ont droit, et les femmes aussi. Donc oui, ça me motive, oui, c'est une force. J'ai envie de venir au boulot le matin parce que j'ai envie de faire quelque chose pour ces femmes qui n'ont rien demandé et on leur impose plein de choses. En fait, je me demande comment est-ce qu'elles font pour rester debout, souriantes, pour danser, chanter, avec tout ce qu'elles ont vécu.
J'ai jamais rencontré des femmes aussi fortes que les filles qu'il y a ici, ça c'est sûr. Et juste parfois, on les accompagne chez le médecin et on a l'impression d'avoir rien fait, parce que pour nous, c'est pas grand-chose, mais pour elles, c'est que toi, t'aies pris de ton temps, de ton énergie pour l'accompagner, pour l'aider, pour comprendre ce qu'elle avait. C'est énorme pour elle, en fait. Alors, il y a des filles qui vont vraiment te l'exprimer, qui vont te dire merci, qui vont à chaque fois te faire des câlins, qui veulent t'offrir des cadeaux alors qu'elles n'ont rien et qu'elles ne me doivent rien comme cadeau. Juste savoir qu'elles se sentent bien, c'est bon. Et d'autres on voit qu'elles sont contentes, mais elles ont tellement été déçues par la vie, on va dire, ou par les gens, des accompagnateurs, des essentiels. On ne sait pas tout le parcours non plus, qu'il n'y a pas d'émotion. Il y a des filles, elles n'ont plus d'émotion. Elles sont cassées, quoi. Il y a quelque chose en elles qui s'est cassé. Et donc nous, on essaye de réparer, mais ça prend beaucoup de temps, c'est des traumatismes. Donc voilà, mais c'est quand même une force parce qu'elles sont quand même là, debout. Même si elles sont cassées, elles sont là. Et elles écoutent encore les juristes leur dire que c'est compliqué leur situation, mais qu'on va trouver un avocat, qu'on va faire ci. Donc voilà, ouais, c'est une force indescriptible. Je ne sais pas d'où elle vient. J'explique souvent que ça vient seulement de Dieu pour elles, puisqu'elles sont très croyantes, mais c'est l'espoir, je pense. C'est vraiment l'espoir. C'était le 6e épisode de Welcome Sister. Cette série a été réalisée par Anna Gali et Naike Garni et a été produite par Liquid Sky et We Tell Stories, avec le soutien de l'Union des anciens étudiants de l'ULB. La musique a été créée par Dragan Golartz et l'illustration par Delphine Franzen. Le mixage son a été réalisé par Cédric Van Stralen. Si vous souhaitez vous informer davantage au sujet du stress vicariant et sur le travail du collectif OXO, vous trouverez des liens et références dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.